Tous les polygones à 4 côtés, donc il y a les quadrilatères simples, les losanges, les carrés, les rectangles. Moi, j'appelle ça un classement. D'accord. You don't know to which of the clades they belong. That's why I classified Doris CF Cargarensis, which means do a comparison. Ça permet aussi, tout en faisant ça, d'identifier finalement les différents états de ce critère, c'est-à-dire quels sont les différents états de forme, de contour, de couleur, de taille. Ça. En fait, là, l'idée, c'est qu'ils arrivent à une classification. Et en dernier lieu, je leur propose un deuxième ensemble d'objets et je leur demande d'assigner chacun de ces objets aux classes qu'ils ont définies précédemment. Et après, dans le débrief, on va voir que finalement, ce qu'ils ont fait en premier, c'est trier. En deuxième, c'est classer. En troisième, c'est... Les A2 qu'on va appeler des parallélogrammes. Parmi les parallélogrammes, nous avons des parallélogrammes qui ont au moins 2 côtés consécutifs qui sont perpendiculaires. On va les appeler des rectangles. Et parmi les rectangles, on a des rectangles qui ont les 4 côtés qui ont la même longueur. Moi, je m'appelle Thomas Sauced, je suis maître de conférence, donc enseignant et chercheur à l'Université de Bourgogne à Dijon. Je suis ici à Concarneau pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis spécialiste de la systématique des oursins, et en particulier des oursins antarctiques. Donc, je suis à l'atelier ici à Concarneau pour identifier les oursins qui ont été prélevés lors de campagnes en Antarctique. Donc, à l'occasion de ma présence ici, j'ai rencontré les enseignants. Alors, il y a un certain nombre de choses qui m'ont marqué, que je trouvais très intéressantes. Alors toujours, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement les enseignants vont s'intéresser pas forcément à des choses auxquelles nous on aurait donné de l'importance. Par exemple, j'étais très surpris ma curiosité a été piquée par le fait qu'une des enseignantes soit passionnée par les cahiers de labo. Moi j'ai mon cahier de labo, pour moi c'est un brouillon, c'est vraiment quelque chose qui n'est fait que pour moi, que j'écris que pour moi. Et elle voulait absolument voir ce que j'écrivais, enfin pas les idées, mais la façon dont je le faisais, etc., comparé à ce qu'elle connaissait par ailleurs, ce que font les élèves quand ils font des petits cahiers de manip. Et voilà, moi je voyais un intérêt pour moi dans mon cahier de labo, mais je ne voyais pas l'intérêt qu'elle pouvait y voir, donc ça c'était assez intéressant. Puis du coup on a pu discuter sur voilà, qu'est-ce qu'un cahier de labo. Et puis c'est vrai que moi je demande à mes étudiants d'en avoir, de bien les tenir, etc., etc. Donc ça c'était un échange qui était intéressant. Alors quoi d'autre, par exemple l'exercice qu'on m'a fait faire ce matin sur des aspects didactiques. Alors c'est vrai que c'est l'enseignement à l'université, on se pose assez peu finalement, enfin on est souvent confronté à la difficulté qu'on peut avoir à transmettre un savoir. Donc ça on réfléchit, mais sur le tas, de façon très pratique, on essaie de réfléchir en trouvant des solutions au cas par cas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de formation d'enseignant au départ, donc on est des amateurs dans le sens où on aime ça, mais on apprend sur le tas. On n'a pas le cadre théorique, ou les ressources toujours humaines de gens qui peuvent nous aider à aller plus vite, en fait, parce que finalement, ça aide à ça, aller plus vite, et à faire les mêmes erreurs, les faire le moins longtemps possible. Donc c'est vrai que ces aspects didactiques, on ne réfléchit pas tellement, et donc là, c'est très intéressant d'échanger là-dessus. Ce qui était assez drôle finalement à travers l'exercice qu'on nous a proposé, c'est de voir que les approches sont très différentes. Nous on reste beaucoup dans notre approche de chercheur, où on est beaucoup, en fait on n'est pas que dans la transmission d'un savoir, on est beaucoup dans la transmission aussi d'un savoir-faire, et où on va apprendre aussi aux étudiants à remettre en cause un savoir, et faire un retour sur un savoir. Ce qui pose un certain nombre de problèmes vis-à-vis des missions de l'enseignant, en particulier de l'université, parce que quel est finalement l'intérêt d'enseigner aux étudiants à mettre en doute leur savoir, si en même temps notre rôle c'est de leur donner un savoir pour qu'ils soient opérationnels ensuite sur le marché du travail. Donc ça c'est, voilà, donc il y a pas mal d'ambiguïté, c'est lié aussi au fait que,
La mission de l'université, elle a beaucoup évolué, elle va encore beaucoup évoluer au cours des années qui viennent. Donc ça, cet exercice, c'est intéressant parce que finalement, on a un véritable échange. C'est-à-dire que c'est pas le formateur, enfin je vais retourner finalement peut-être ce qui nous a présenté, l'intérêt des maisons pour la science, c'était de dire finalement sortir d'un carcan où on avait l'universitaire qui savait tout, qui avait le savoir et qui était au-dessus de tout le reste et qui finalement regardait avec un peu d'intérêt finalement l'aspect enseignement et puis les enseignants du secondaire. Et finalement, là, on n'était pas trop finalement là-dedans, et on a renversé la chose où finalement, nous, dans l'exercice, on s'était dit, bon, on se met à la disposition d'un formateur, et puis on va voir voilà, on va essayer de faire les bons élèves, on va voir l'exercice qu'il nous demande de faire, et puis on va se laisser emmener là où il veut nous emmener. Puis finalement, nos vieux démons nous ont rattrapés, finalement on a fait à notre façon, et on a un peu déstabilisé le formateur, en tout cas on n'a pas été là où il voulait nous emmener. Mais finalement ça a permis un échange qui est tout à fait riche, et où, comme les gens sont un peu frustrés parce qu'ils n'arrivent pas là où ils voudraient arriver, et finalement cette frustration fait que tout le monde s'implique et est actif là-dedans, met de l'énergie là-dedans, et ce qui fait que l'échange est finalement très intéressant.